Vision Futur Média, Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette principale édition. Un détenu meurt au camp pénal de Liberté 6 alors que plusieurs de ses codétenus accusent les gardes pénitentiaires d'être responsables de la mort de leurs camarades à cause de négligence. L'administration pénitentiaire réagit. Dans un communiqué, le service de communication revient sur les circonstances du drame et sur la cause du décès. Surenchère sur le prix des moutons dans les différents points de vente. À quelques jours de la Tabaski, l'Union nationale des commerçants du Sénégal se dit inquiète et accuse les autorités de laxisme dans la régulation des prix. Dans ce journal, réaction du secrétaire général de l'organisation. Le ministre conseiller Youssou N'Dour, élevé au rang d'ambassadeur de la compagnie royale Air Maroc. La compagnie s'engage à assurer le transport de tous les artistes qui prendront part au grand concert de Bercy prévu au mois de novembre prochain. Le lead vocal du Super Étoile et Royal Air Maroc vont également travailler à promouvoir la destination Sénégal sur le plan touristique. Les détails dans ce journal. Afrobasket 2017 battu mercredi par le Nigeria. Les Lions vont rencontrer le Cameroun pour les quarts de finale. Alors qu'elles occupent la deuxième place du classement, les tenantes du titre s'apprêtent à jouer le remake de la finale de 2015 pour cette deuxième phase du tournoi. Le Sénégal doit gagner ce match pour atteindre les demi-finales. Ce sera à 20h45 et nous en parlerons avec notre envoyé spécial à Bamako, au Mali. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à vous tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Décès d'un détenu au camp pénal de Liberté 6. L'administration pénitentiaire a publié ce communiqué que je m'apprête à vous lire. Le service de communication de l'administration pénitentiaire informe que le nommé Ahmad Ba, condamné le 12 juillet 2017 par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Thiès à 12 ans de travaux forcés, est transféré le 25 juillet 2017 au camp pénal de Liberté 6, conformément à la législation en vigueur, est décédé ce 24 août 2017 à 8h20 des suites de difficultés respiratoires. Aussitôt après, le corps a été acheminé à l'hôpital Le Dantec aux fins d'une autopsie. Requis le 25 août 2017, le docteur Abdou Majib de l'hôpital Le Dantec a signalé dans son rapport d'autopsie une cardiomyopathie hypertrophique dilatée décompensée. Le rapport précise par ailleurs une absence de signes traumatiques externes et de traces de violence. Le procureur de la République à qui le dossier a été transmis a immédiatement ouvert une enquête judiciaire confiée au commissariat de la police de Grand-Yoff. Voilà un communiqué signé le service de communication de l'administration pénitentiaire. Ce vendredi, la section Saint-Pix du quotidien La Tribune était en conférence de presse pour déplorer la rétention des salaires du mois de juillet dernier. Alors que le journal n'existe plus, ces travailleurs dénoncent, accusent le groupe des médias de violer l'article L65 du Code du travail. Chertidiane Dion et Diafaraba pour les détails. L'installation de la section Saint-Pix au quotidien La Tribune, prétexte pour le PDG du groupe des médias de renvoyer près d'une trentaine de personnes en chômage technique. Motif avancé, le groupe de presse traverse des difficultés financières. Si une entreprise qui a perdu entre 2014 et 2015 et 2017 fait des pertes de 214 millions, quand cela ne tient, pourquoi ne pas envisager un licenciement pour motif économique? Mais dans le cas d'espèce, Bougane a voulu le beurre et l'agent du beurre et peut-être les pertes de la laitière. Et ça, ce n'est pas possible. Il a voulu museler la section syndicale. Il a dit clairement qu'il ne veut pas de section syndicale dans tout son groupe. Pour Cheikh Ndong et compagnie, l'article L65 du Code du travail a été violé sur toute la ligne. Vous avez tout à l'heure parlé de rétention de salaire du mois de juillet. Oui, nous on faisait nos articles, on envoyait au rédacteur en chef, on rentrait chez nous. C'est le 25 qu'il a fait une affiche et pour la plupart nous a notifié qu'il a envoyé tous les travailleurs de la tribune en chômage technique pour la période allant du 24 juillet au 24 octobre. La section Saint-Pix du quotidien La Tribune s'interroge sur le mutisme total des autorités gouvernementales. Il y a un mutisme coupable parce qu'on ne peut pas être ministre de la communication et dire qu'on n'a pas été saisi officiellement. Il y a un confrère qui, lors d'un entretien avec le ministre de la Communication, lui a fait part de la situation à des médias.
le ministre a répondu que on est en face d'une situation, d'une affaire privée, ils n'ont pas été saisis officiellement. Est-ce que le ministre de la Communication, il gère tout ce qui est presse publique? Qu'est-ce qui est... On se pose des questions. Quelle est donc la prochaine étape? On va vers la phase contentieuse. Mais au-delà de la procédure judiciaire, il y a des actions syndicales en concertation avec le SYNPICS national qui vont être menées au cours de la période. Avancée de la mer à Saint-Louis après le déplacement de plus de 200 familles. Une délégation gouvernementale s'est rendue sur place. Dirigée par le directeur de l'APIX, la délégation a pu constater l'ampleur des dégâts et annonce des solutions urgentes et définitives pour sauver la langue de Barbarie. D'après le directeur de l'APIX, à Saint-Louis, la menace est bien réelle. C'est un reportage, il est signé par nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Sek. L'État du Sénégal appuie à bras le corps le phénomène de l'avancée de la mer dans les quartiers de la langue de Barbarie. Le gouvernement a dépêché une délégation dirigée par le directeur général de l'APIX. L'objectif est de régler le problème définitivement et de manière urgente. Pour apporter des solutions urgentes à la problématique actuelle en mobilisant tout ce dont dispose l'État en matière d'ingénierie sociale, mais aussi des solutions techniques de restauration de plages. En tenant compte effectivement de la problématique des populations, parce qu'il faudrait déplacer les populations, il faudrait reloger les populations qui sont présentement dans les écoles, mais aussi un plan global pour toutes les populations dont les maisons effectivement risquent de subir effectivement les effets de la mer. En visite dans les quartiers touchés, le directeur général de l'APIX a reconnu la gravité de la situation. Pour soulager les habitants de Guenda, Sankaba, Gokhoumbak et Hydrobase, un plan d'urgence est mis en place. Des solutions existent, on va les déployer parce que l'État a mis en place les moyens et la volonté réelle. C'est pourquoi son excellence de président Macky Sall nous a instruit en urgence de nous rendre à Saint-Louis. Nous sommes avec les maires et nous apporterons les solutions nécessaires et nous allons impliquer l'ensemble des administrations qui ont les moyens et les solutions pour apporter des solutions d'urgence. La mer a fait un grand pas vers les habitations des quartiers de la langue de Barbarie, mais pour l'APIX, tous les services de l'État sont mobilisés pour faire face. Endommager les digues de protection existantes. La solution aujourd'hui, c'est aller vers une proposition rapide et urgente d'un plan de contingence pour absorber les peines des populations. Les populations des zones touchées apprécient positivement la visite de la délégation envoyée par le chef de l'État pour s'enquérir de la situation des sinistrés et trouver des solutions définitives. Après plusieurs mois d'attente, espérons que les travaux vont bientôt démarrer pour soulager les milliers de personnes touchées par le phénomène de l'avancée de la mer. La saison des pluies se poursuit au Sénégal. À Ziguinchor, des reptiles dangereux hantent le sommeil des populations. 6 gros serpents ont été tués dans la localité de Kenya. Les détails avec nos correspondants Boubacar Diassi et Lamine Mandian. La pluie continue de faire des dégâts à Ziguinchor. C'est le cas ici, au quartier Kenya. Ces populations expliquent leur souffrance. La situation, c'est que nous sommes inondés et que nos matériels seront détruits. Et à chaque fois qu'il y a une pluie, nous vivons dans de l'eau. Ces jours-ci, 3 jours, nous sommes inondés. Hier, pratiquement, on n'a pas dormi. Elles ont pourtant identifié la source de leur mal. Cette situation que nous endurons depuis 2004 est insupportable. Elle est due à cette route appelée la 54. Avant sa construction, nous vivions en paix sans aucun problème. Mais depuis sa construction jusqu'à aujourd'hui, nous avons perdu cette paix de jour comme de nuit. Moi, personnellement, j'ai adressé une lettre au gouverneur. Jusqu'à aujourd'hui, on espérait que ce pont-là devrait être construit, mais jusqu'à présent, on attend. Ces populations déclarent que des serpents dénichés par les eaux les trouvent chez elles. Le danger, c'est qu'il y a des reptiles ici. Nous avons tué 5 serpents ici. Nous en avons même tué un hier soir seulement. Ces populations estiment que ces eaux ruissellent de 4 quartiers vers Kenya. Et puis réponse du ministre délégué en charge des inondations en visite à Ziguinchor. Pape Gorguindong a répondu aux préoccupations des populations. Il annonce 2 mesures transitoires. Je vous propose de l'écouter au micro de Boubacar Diassi. Sur le terrain, c'est réellement qu'il y a quand même des ouvrages primaires qui ont été déjà mis en œuvre, mais nous avons constaté deux problèmes majeurs. Le premier, d'abord, c'est l'obstruction
des canaux et caniveaux que nous avons constatés, obstrués d'abord par les ordures ménagères, mais aussi par l'ensablement du fait du drainage des eaux. Et nous sommes venus apporter des mesures transitoires pour permettre aux populations de soulager un tout petit peu les populations de ce phénomène d'inondation. Ces mesures, c'est d'abord les entreprises qui sont déjà identifiées, qui sont déjà prépositionnées pour faire le curage d'abord des canaux et caniveaux, mais aussi certainement accompagner d'autres mesures qui vont être en termes de tranchées drainantes pour permettre l'évacuation des eaux rapidement. Et puis après les fortes pluies de ce jeudi, de nombreux dégâts sont notés dans la capitale sénégalaise, mélangés aux ordures et à la terre. La pluie a laissé derrière elle un décor peu reluisant. À la Patte d'Oie et à Grand-Yoff, de nombreux piétons et automobilistes ont du mal à circuler. 24 heures après une journée d'averse, les activités ont pourtant dû reprendre. On fait le point avec Mohamed Diong et Mardien. Après la pluie, le sale temps, pour cause les routes sont presque impraticables et les piétons, vendeurs et chauffeurs souffrent. D'ailleurs, l'impact de l'eau de pluie mélangée aux ordures est bien réel. Avec mes gants, pelle et râteau, j'ai fait le ménage jusqu'à ce que l'eau ruisselle complètement. Mais arrêtons de jeter les ordures dans les conduites d'évacuation. Ces conduites sont pour l'eau et pas pour les ordures. L'eau stagnante cause beaucoup de désagréments et les caniveaux bouchés n'arrangent guère la situation. Finalement, nous nous sommes installés que vers 17 h à cause de la pluie. Vous savez, c'est vraiment préjudiciable et déplorable. Nous avons même peur de salir nos marchandises, ces habits. Les clients ne viennent pas et c'est un manque à gagner. Mais arrêtons de jeter les ordures dans les conduites d'évacuation. Ces conduites sont pour l'eau et pas pour les ordures. La situation est déplorable et les responsabilités partagées. Une demande aux citoyens à plus de civisme est lancée. La fête de la Tabaski approche à grands pas. À présent, on s'intéresse à l'entretien des moutons dans les forailles. Si de nombreux éleveurs bichonnent et prennent particulièrement soin de leurs bêtes, certains les exposent sous le soleil et parfois même sous la pluie. D'après plusieurs experts, un tel entretien peut entraîner de nombreuses maladies. Alors, comment les éleveurs doivent-ils préserver la santé de leurs moutons? Élément de réponse dans ce reportage, il est signé Habib Faye et Modou Diop. À la Médina, à Pikine, entre autres localités, l'image est devenue banale. Des moutons exposés sous le soleil, parfois sous la pluie. Une situation qui n'est pas sans risque selon les spécialistes de la santé animale. Sous la pluie, sous les autres intempéries. Donc, s'il s'agit des troupeaux, qu'on appelle les tchogal, qui viennent de la zone pastorale, qui viennent de l'extérieur, ce sont des moutons qui sont bien adaptés à la pluie, au soleil, etc. Si vous prenez les moutons qui sont nés en ville, et ces moutons-là peut-être ne sont pas adaptés aux intempéries. Au niveau des points de vente, vendeurs et moutons cohabitent parfois avec la saleté, les eaux usées, sans oublier la poussière. Pour notre spécialiste, ce décor peut être source de maladies aussi bien pour les hommes que pour les animaux. On doit travailler de concert pour protéger l'homme en protégeant les animaux, qu'il s'agit des animaux domestiques. Ce sont des maladies qui passent de l'animal à l'homme. Il y a d'autres maladies aussi qui peuvent passer de l'homme à l'animal. Il y a également les parasitoses. Vous avez parlé des ténias, par exemple. Donc, c'est des maladies qui sont là, qu'il s'agit d'infections ou de parasitoses. Pour le docteur Damso, il est important de mettre les bêtes dans de bonnes conditions. L'animal doit quand même bénéficier de la part de l'homme, si je puis m'exprimer ainsi, de tous les égards, en cas toutes les attentions, mettre dans de bonnes conditions, aussi bien pour le transport que pour son hébergement. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Les animaux doivent être traités comme les hommes, estime le vétérinaire. Pour améliorer le bien-être de ces animaux, l'État du Sénégal exige désormais 2 jours de repos pour les troupeaux transportés de ville en ville.
Et vous venez de suivre la réaction du vétérinaire et directeur de l'élevage, le docteur Damso. Selon lui, les moutons peuvent être exposés à des maladies s'ils sont exposés au soleil et à la pluie. Après un long voyage pour arriver dans la capitale, les moutons doivent, selon lui, être au repos pendant au moins 2 jours. On reste sur la manière dont doivent être traités les moutons par les éleveurs. C'est un reportage, il est signé Habib Faye et il est commenté par Ibrahim Akan. Apparemment, ce n'est pas le reportage qui doit passer. On essaiera d'y revenir avant la fin de cette édition. On passe à l'Union nationale des consommateurs du Sénégal, inquiète face au prix des moutons sur le marché. À une semaine de la fête de la Tabaski, l'UNCS accuse les autorités de laxisme dans la régulation des prix annoncés aux consommateurs. D'après le secrétaire général de l'organisation, il y a surenchère sur le prix des moutons. Sa réaction dans ce reportage, il est signé Cher Hassanafal et Younous Diatta. En cette période de Tabaski, les béliers meublent le décor dans les ruelles de la capitale sénégalaise. Des bêtes vendues à des prix jugés trop chers par la population, mais compréhensibles pour le secrétaire général de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal. Tous les moutons ne sont pas encore arrivés. Ils sont rentrés au Sénégal, c'est pourquoi on parle au niveau donc de la direction de l'élevage de 460 000 têtes, mais ces 466 000 têtes ne sont pas encore dans les lieux de vente. Toutefois, Jean-Pierre Dian pense que ces faits ne dédouanent pas le laxisme de l'administration à ce sujet. On ne devait plus importer et chaque fois on nous parle de programmes national pour être autosuffisant, mais ça fait 50 ans qu'on nous parle de ça. Et malheureusement, c'est triste de le dire, mais ceux qui doivent s'en occuper ne sont pas dans le privé, ils sont dans l'administration. Et les années passent, les directeurs passent, le problème reste entier. Le secrétaire général de l'UNCS prône une application de la loi contre les actes ostentatoires en ces périodes de fête. Il y a une loi qui n'a pas été abrogée, qui existe depuis le temps de Senghor. C'est-à-dire que il est interdit d'avoir certains comportements ostentatoires au Sénégal. C'est une loi par rapport aux fêtes et autres. Et il y a des sanctions du temps de Senghor. Mais pourquoi on ne le reprend pas? Même si vous êtes multimilliardaire, vous ne pouvez pas vous permettre, dans un pays aussi pauvre que le Sénégal, de vous payer un million. À quelques jours de la Tabaski, les moutons remplissent les artères de Dakar, mais nombreux sont les pères de famille qui guettent toujours l'arrivée de béliers, accessibles à leur bourse. À quelques jours de l'Aïd el-Kébir, le marché est inondé de pommes de terre et d'oignons importés. En ce qui concerne l'oignon, une baisse sur le prix a été notée. Ce n'est pas le cas de la pomme de terre, dont les commerçants continuent de dénoncer la cherté. On fait le point avec Fatou Bintou Conte et Diafar Abba. À quelques jours de la fête de l'Aïd el-Kébir, le marché est inondé de pommes de terre et d'oignons, avec des prix allant de 8 000 francs à 8 500 francs le sac. Comment ça n'a L'oignon importé commence à arriver sur le marché, de même que la pomme de terre. Le sac d'oignon se vendait à 9 000 francs, mais maintenant cela s'achète 8 000 francs, voire 8 500 francs. Avec ces tendances, les commerçants espèrent que d'ici la fin de la semaine, le prix de l'oignon va considérablement baisser. Si cela augmente au fil des jours, on espère que les prix vont considérablement baisser d'ici la fête de la Tabaski. D'ici la Tabaski, nous espérons une baisse des prix, vu que l'oignon provenant de la France a envahi les États. Et la pomme de terre a connu une hausse. Le prix de la pomme de terre est en hausse et je ne pense pas que cela va changer. La pomme de terre en ce moment est très chère. Le sac s'achète à 10 000 francs. Ils doivent diminuer le prix du sac de pommes de terre. Il faut en tout cas diminuer tous les prix pour que l'on puisse passer une bonne fête de Tabaski. Avec l'arrivée de l'oignon importé sur le marché, une tendance à la baisse a été notée. Ces denrées primordiales pour une bonne fête de Tabaski.
À présent, direction Matam, où la rareté du poisson inquiète les pêcheurs de la région. D'après ces derniers, le barrage de Manantali est à l'origine de cette pénurie de poissons. Installé sur le fleuve Sénégal, ce barrage régulerait le débit des eaux pluviales. Plus d'explications dans ce reportage signé Ibrahima Kamara. Les Tchoubalo, une communauté de pêcheurs qui vivaient jadis des ressources provenant exclusivement du fleuve, se plaignent de la rareté du poisson dans cette partie du fleuve Sénégal, à Matam. Le poisson devient de plus en plus rare sur le fleuve. Et c'est très bizarre. Nous soupçonnons le barrage d'être à l'origine de cette rareté du poisson. À cette période de l'année, normalement, on devrait trouver beaucoup de poissons dans le fleuve. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a que de l'eau. Située à 693 km de Dakar, la localité connaît un déficit en poissons. Les rares surgelés qui viennent des côtes sénégalaises telles que Mbour, Saint-Louis ou Dakar sont loin de satisfaire les populations de la 11e région du Sénégal. Le poisson qui nous arrive des autres grandes villes du Sénégal ne sont pas du tout appréciés ici. On n'a seulement pas le choix. Comme solution, seul le gouvernement peut nous aider pour pouvoir vraiment bénéficier des retombées de ce fleuve. Ces milliers de kilomètres carrés emblavés par le fleuve Sénégal devraient profiter aux paysans de la vallée du fleuve. De l'autre côté, les pêcheurs de ce fleuve se plaignent de la rareté du poisson dans ces eaux fluviales ici, à Matam. Et on passe à la politique à présent. Après l'annonce de Malick Gakou qui annonce sa candidature à la prochaine élection présidentielle, la jeunesse démocratique et sociale quitte la coalition de l'opposition Manko Taxawu Sénégal. D'après le porte-parole de la JDS, Manko Taxawu Sénégal refuse d'évaluer son résultat suite aux élections du 30 juillet dernier. Alors, la coalition traverse-t-elle une crise? Dans ce reportage, réaction également de l'analyste politique Mamadou Thior, Alassane Ba et Younous Diatta. Est-ce l'implosion à Manko Taxawu Sénégal? La JDS, Jeunesse pour la démocratie et le socialisme, tourne le dos à Khalifa Sall. Selon le porte-parole de la structure, au-delà d'une communication ratée lors de la campagne pour les législatives, MTS refuse d'évaluer son score. Malheureusement, jusque-là, la coalition risque de brandir l'argument selon lequel, puisque Khalifa Ababakar Sall est en prison, on ne peut évaluer ces élections législatives. Et pour nous, la débâcle, pour ne pas parler de déculottée électorale, de Manko à ces législatives, s'explique fondamentalement par son manque de vision. L'analyste politique relativise. L'on peut parler d'implosion, comme ça peut ne pas être aussi le cas. Le départ de cette coalition ne peut pas passer inaperçu. Parce que je ne parlerai pas d'implosion, mais quand on voit que déjà que Malick Gakou, et c'est naturel d'ailleurs, annonce sa candidature pour 2019. Mais il faut dire qu'au sein de cette coalition, il y a d'autres forces, comme Idrissa Seck, il y a aussi Mansour Sy Djamil, et que tous ces gens-là, pour l'instant, regardent dans la même direction. Ce qu'il faudra faire, c'est d'attendre un peu l'installation de la nouvelle Assemblée. Une autonomie politique retrouvée pour la JDS. Quel sera son avenir au sein d'un parti socialiste divisé? Je peux ici dire tout de suite que nous avons tourné la page Ousmane Tanor Dieng, nous avons tourné la page Benno Bokk Yakaar, mais nous pouvons exister en tant qu'une troisième voie à l'intérieur du parti socialiste, ou bien réfléchir sur d'autres perspectives politiques. Mais pour nous, il n'est pas question de continuer à travailler ni avec Ousmane Tanor Dieng, ni avec le groupe de Dakar. Bon, vérité pour vérité quand même, Tanor a eu le dessus sur les amis de Khalifa Ababakar Sall. Aujourd'hui, le JDD qui monte ses états d'âme, c'est peut-être à Khalifa, le leader de cette coalition-là,
d'user de son entregent pour peut-être les raisonner. Bientôt, la présidentielle de 2019, Manko Taxawu Sénégal va-t-il adopter une nouvelle stratégie pour sa consolidation? Le maire de Dakar, qui devra résoudre son problème avec la justice, aura du travail à faire. Je vous le disais, un titre, le ministre conseiller Youssou N'Dour, élevé au rang d'ambassadeur de la compagnie Royal Air Maroc. La compagnie s'engage à assurer le transport de tous les artistes qui prendront part au grand concert de Bercy prévu au mois de novembre prochain. Le lead vocal du Super Étoile et Royal Air Maroc vont également travailler à promouvoir la destination Sénégal sur le plan touristique. Réaction sur ce partenariat au micro de Khalifa Kallo. Le partenariat ne concerne pas seulement le Sénégal. Il concerne vraiment la diaspora africaine qui vit, parce que Royal Air Maroc amène les gens à Brazzaville, amène les gens à Ouagadougou, amène les gens à Bamako, amène les gens au Sénégal. Je suis africain, sénégalais, oui, mais le partenariat concerne toute l'Afrique. Il y a un point très important avant de lui passer la parole, c'est vraiment les rencontres universitaires. Nous avons eu à le faire, à faire cela à Abidjan, l'université Félix Houphouët-Boigny. Ce sont des discussions avec les étudiants. C'est très enrichissant. Nous qui venons animer, nous recevons beaucoup de messages venant des gens et tout. Et ça, c'est un moment très très fort qui vraiment personnellement m'intéresse énormément. Et Royal Air Maroc va nous accompagner. Nous allons choisir 4 ou 5 villes où nous allons animer des rencontres vraiment avec les étudiants. Et ça, c'est très important. Chaque année, qu'il y ait quelque part en Afrique une rencontre de beaucoup d'artistes africains et que Royal Air Maroc puisse nous aider à faire venir les artistes connus qui ont mérité d'être encouragés. C'est le African Award, le Music Award, quelque chose comme ça. Ça, ils sont OK pour aller avec nous, pour permettre aux gens de rallier la capitale qui a été choisie chaque année ou chaque 2 ans. On passe à ce séminaire sous-régional sur le renforcement des prérogatives des pouvoirs de décision du Parlement de la CEDEAO. La rencontre se tient actuellement dans la capitale du Togo. Plusieurs questions ont été abordées par les parlementaires, dont celle de la sécurité maritime, de la lutte contre le terrorisme, celle encore de l'éducation ou de l'émigration clandestine. Reportage de nos envoyés spéciaux à Lomé, Ibou Diouf et Mor Harma. L'organisation des réunions délocalisées comme celle-ci qui a regroupé les parlementaires à Lomé au Togo dans divers pays membres de la CEDEAO sur des questions traitant d'importance avérée pour la communauté a été adoptée par le Parlement, permettant ainsi de mieux faire connaître l'institution. Depuis l'installation de la 4e législature, les thèmes développés au cours de ces réunions délocalisées ont porté sur le plan régional d'investissement agricole de la CEDEAO et le plan national d'investissement agricole, la sécurité maritime et lutte contre la piraterie, le rôle du parlementaire de la CEDEAO dans la mise en œuvre de la stratégie maritime intégrée de la CEDEAO. La paix et la sécurité dans les pays tels que le Mali et le Burkina, des défis du terrorisme et des rébellions armées en Afrique de l'Ouest, la politique de la CEDEAO en matière de lutte contre les produits médicaux de contrefaçon et les produits périmés, les parlementaires se sont interrogés également sur la contribution des députés à la mise en œuvre et au suivi de cette politique. Les défis de la migration clandestine et du sous-emploi des jeunes en Afrique de l'Ouest a fait l'objet de discussions entre parlementaires. L'état de l'harmonisation des systèmes et programmations éducatifs en Afrique de l'Ouest avec une référence spécifique à l'équivalence des diplômes, grades, certificats et autres qualifications. Les rapports de ces réunions délocalisées ont été examinés et adoptés au cours des différentes sessions du Parlement, puis transmis à la Commission de la CEDEAO. Ces décisions devront permettre aux chefs de l'État de travailler en concert pour le développement de l'espace CEDEAO.
Une délégation du Parlement de la CEDEAO est donc depuis une semaine en session pour le renforcement des prérogatives des organes législatifs régionaux. L'institution a été reçue par le président togolais, occasion saisie par ses parlementaires pour évoquer la question du retour du Maroc au sein de la CEDEAO. Ils ont exposé en face du président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Toutes les questions ont été évoquées par les députés. Je vous propose d'écouter Moustapha Cisselo, président du Parlement de la CEDEAO. Ces propos sont recueillis par nos envoyés spéciaux Ibou Diouf et Mor Harma. Le président Faure Gnassingbé est notre partenaire stratégique en tant que président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Raison pour laquelle nous avons tenu à le rencontrer pour échanger sur la mission des parlementaires de la CEDEAO et des différentes réalisations de cette 4e législative. Avec le président Faure Gnassingbé, nous avons évoqué la question sur le retour du Maroc dans la CEDEAO, une question qui interpelle les parlementaires que nous sommes. Une délégation du Parlement de la CEDEAO sera au Maroc du 24 au 28 septembre pour discuter de cette question et nous rendrons compte aussi à la commission de la CEDEAO des différents résultats obtenus. Et on passe au sport avec l'Afrobasket 2017. L'Angola éliminé ce vendredi par le Mozambique. Une grosse surprise puisque l'équipe faisait partie des favoris de cette Afrobasket. Dans 10 minutes, le Sénégal affrontera le Cameroun pour les quarts de finale. Pour en parler, nous sommes en ligne avec notre envoyé spécial à Bamako au Mali. Pape Faraning, bonsoir. Bonsoir Léa. Pape Faraning, ce sera le match de la confirmation ou de la revanche pour l'équipe nationale. En tout cas, on espère un remake de la finale de 2015. Effectivement, le Sénégal l'avait remporté à Yaoundé, au Cameroun, une finale que le Sénégal avait gagnée en 2015. Cette fois-ci, l'équipe camerounaise donc, se dresse devant celle des Lions du Sénégal. Les Lions qui ont perdu donc l'autre jour contre le Nigeria, mais cela n'a pas impacté le groupe. On a vu toutes les joueurs se sont entraînés et aujourd'hui on a vu Akou Traoré sur le parquet. Donc dans moins de 10 minutes, le Sénégal affrontera le Cameroun pour confirmer ou bien le Cameroun va prendre sa revanche. Mais pour vous dire que vu le match de Cameroun contre l'Angola l'autre jour ou bien contre le Mali, on peut dire que le Sénégal est en dessus par rapport à cette équipe. Mais on va voir parce qu'il y a une surprise, vous l'avez dit tout à l'heure, Mozambique qui a gagné l'Angola. Mais pour vous dire, Mozambique et l'Angola, c'est deux pays côte à côte et c'est un derby et c'est normal parce qu'ils parlent donc ces deux pays la même langue, donc c'est pour cela que cette rencontre était difficile. Mais tout à l'heure, Sénégal affronte Cameroun. Et comment se portent les Lions du Sénégal, Pape Farah? Sont-elles en forme pour ce match? Les Lions, oui, effectivement, les Lions savent ce qu'elles veulent et quand on les a rencontrés, elles disent que gagner toutes les rencontres et perdre la finale, c'est pas bon. Pour eux, elles vont donc rencontrer le Nigeria en finale ou bien le Mali. Elles se projettent déjà sur cette finale parce qu'elles sont très confiantes. Mais je crois que le Sénégal présente un meilleur basket par rapport à beaucoup d'équipes ici parce qu'on craignait le Nigeria. Mais le Nigeria n'a pas vraiment un basket au-dessus du Sénégal. Mais en attendant, il faut d'abord passer du Cameroun. Après Cameroun, ça sera le Mozambique, Inch'Allah. On croise les doigts. Merci Pape Faraning, envoyé spécial à Bamako pour les besoins de l'Afrobasket 2017 et les Lions qui vont donc faire face dans quelques minutes à l'équipe du Cameroun pour, on l'espère, une qualification en demi-finale. Cette triste nouvelle, à présent, l'ancien international Bouba Diakhao tire sa révérence. Il est décédé à l'âge de 80 ans à Thiès. Surnommé le prince de Thiali, Aboubacar Diop, alias Bouba Diakhao, a fait les beaux jours de l'Olympique thiessois. C'était dans les années 60. Son enterrement a eu lieu dans sa ville natale, Thiès. Retour là-dessus avec nos correspondants, Charanta Diop et Seyla Tire. Aboubacar Diop dit Bouba Diakhao tire sa révérence. Ce mythique footballeur a fait le beau jour de la grande équipe du club olympique thiessois. Ses compagnons de tous les jours lui ont rendu un vibrant hommage. C'était un homme immense en matière de football et de sport. Bouba Diakhao a débuté très jeune. Il a joué
en Coupe d'AOF, parce qu'on n'était pas indépendant, c'était l'AOF. Il a joué dans l'équipe du Mali, parce que dans la fédération du Mali, on était indépendant avec le Soudan. Il a joué à Tanari, parce qu'il y avait un seul tournoi qui était organisé, ensuite il y a eu l'éclatement du Mali. Il est revenu au Sénégal dans l'équipe nationale. Il a joué les premiers Jeux de l'amitié à Abidjan en 1961. Il a joué les Jeux de l'amitié de 1963 à Dakar. Nous avons gagné la médaille d'or. Il a participé en plus des Coupes d'AOF. Bouba Diakhao est très connu des férus du ballon rond. Il a remporté la finale des Jeux de l'amitié. Les Jeux de l'amitié, il a joué avec Youssou Ndiaye, il a joué avec Domingo Mendy, il a joué avec Lamine Koura, avec Cheikh Thioune, avec Samassa, avec Ablaye Diop Pelé, avec Demba Thioye, voilà, avec également Yerim Diagne. Il a joué avec toutes les générations dans l'équipe nationale. C'est le grand reporter sportif de l'époque, Alassane Ndiaye Alou, qui l'a surnommé le prince de Thiali. Thiali, d'abord, c'était le stade mythique de Thiès. On n'a jamais vu, n'est-ce pas, en fait, baisser les bras. Il nous dit Bouba Diakhao, prince de Thiali. Bouba Diakhao sera enterré à Diakhao, où il était le chef de quartier. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 0h avec le tout en images. Je vous souhaite de passer un très bon début de week-end et vous donne rendez-vous demain pour le journal de 20h.